Alors, il y a une question très importante que nous n'avons pas encore abordée aujourd'hui. Évidemment, c'est le lien au vivant. Comment penser une ville qui apaise et qui ressource grâce à la présence du vivant dans notre quotidien? Pour animer cette table ronde, nous accueillons Laurent Michelin, fondateur d'Antidote Urbain, agence de conseil en innovation urbaine et design d'espace. Laurent, c'est à vous. Merci Céline. Ah oui, donc le lien avec le vivant, bon, on en a parlé en fait toute la matinée. Donc j'espère qu'on va pouvoir vous dire des choses nouvelles dans cette conférence. Donc je vais accueillir nos intervenants qui sont exceptionnels, ils sont tous des stars dans leur domaine. Donc Chris Younes, Stéphane Liorca et Flora Le Bolloc qui vont nous rejoindre sur scène. Et je vais les présenter tout de suite. Il y a 2 micros pour 3. Bien, alors je vais vous présenter. Donc Chris Younes, vous êtes docteur en philosophie, psychosociologue, docteur en philosophie, habilité à diriger des recherches. Vous êtes professeur donc à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette, dans lequel vous avez fondé d'ailleurs le laboratoire GERFO, qui explore les liens possibles entre l'architecture et la philosophie. Ce laboratoire donc, vous portez des travaux sur la question de la régénération des milieux habités. Donc c'est quand même vraiment le thème de cette table ronde. Vous avez publié de nombreux livres, dont un, Ville contre nature, dans lequel vous interrogez finalement la manière dont ces villes modernes se sont construites, et c'est fort, dans une logique de séparation avec le vivant. Donc ça, on va en reparler parce que c'est assez fort et effectivement, par rapport à ce qu'on s'est dit ce matin, c'est intéressant de comprendre pourquoi. Flora Le Bolloc, vous êtes responsable d'innovation chez Bouygues Immobilier. Vous travaillez notamment sur des questions, vous aussi, de régénération et vous vous inspirez des propriétés du vivant pour innover, changer de méthode, changer de façon de faire pour les projets urbains et immobiliers. Et enfin, Stéphane Liorca, vous êtes fontainier. Donc, vous créez en fait des fontaines et des jeux d'eau dans l'espace public. Vous avez fondé JML. Et le métier de fontainier, c'est un métier qui est à l'intersection de l'art, de l'ingénierie et de l'architecture. Donc ça va être intéressant aussi de vous entendre, notamment sur le sujet de l'eau, qui est quand même un des éléments principaux du vivant. Voilà, et votre entreprise a choisi de faire de l'eau d'ailleurs un véritable médiateur sensible dans l'espace urbain public, et donc on en parlera aussi. Alors, évidemment, depuis ce matin, on dit que le vivant, c'est important. Pendant longtemps, on a construit la ville dans une logique de maîtrise. On voulait tout maîtriser, la nature, les flux, les usages, maîtriser l'imprévisible. Or, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, l'imprévisible, donc on a bien eu la conférence d'Olivier Hamon, eh bien, en fait, l'instabilité arrive. Et donc, ça nous questionne, en fait. Ce sujet du vivant nous questionne. Et ce n'est pas qu'un sujet écologique, d'ailleurs, on se rend compte qu'il touche aussi à notre manière d'habiter, de ressentir, de ralentir, de faire société. Et on se pose aussi pourquoi certains lieux, la question, nous font du bien sans qu'on sache toujours l'expliquer. Donc on aura peut-être des pistes pour savoir qu'est-ce qui nous fait du bien dans un lieu. Et donc on a 3 séquences. Donc j'ai installé un cadre, mais on va le casser en fait. Vous êtes libre de casser ce cadre. Donc on a 3 séquences. On va d'abord traiter le sujet de ce vivant qui nous questionne. Ensuite, on traitera le sujet du vivant qui nous attire et nous relie, puisque c'est le thème en fait de ces assises, de cette 2e édition des Assises de la ville sensible. Et le 3e, d'ailleurs Olivier Hamon aussi l'a dit ce matin, qu'on changeait de sens. Et donc le 3e, c'est le vivant transforme notre manière de fabriquer et d'habiter la ville. Alors, sur cette première séquence, le vivant nous interroge. Je vais bien sûr vous interroger, vous, Chris Younes, sur ce livre que vous avez publié, La ville contre nature. Donc, vous expliquez que la ville moderne s'est historiquement construite contre la nature. Comment se fait-il qu'on en est arrivé là? Qu'est-ce qu'on a cherché à faire? Et surtout, qu'est-ce qu'on a perdu en le faisant? Bien, merci beaucoup pour cette invitation, cette belle journée où on cogite ensemble sur cette transformation de la ville.
Oui, il y a très longtemps déjà, on avait lancé ce thème de la ville finalement avec la nature, et l'éditeur avait trouvé qu'avec la nature, ça faisait un petit peu naïf. Et finalement, c'était la ville contre nature. Et c'est vrai que ça rendait bien compte, en fait, d'une priorité qui était accordée finalement à une approche moderniste, qui avait misé sur le fait qu'on allait fabriquer un monde nouveau qui effacerait le précédent. Et en fait, cette notion de tabula rasa a été quand même extrêmement présente, mais dans un horizon de progrès. C'était pour la bonne cause, en fait, qu'on proposait d'effacer. Et je pense qu'il y a vraiment une irruption du vivant, une irruption de la question de la nature, même si ce mot pose aussi beaucoup de débats, mais il persiste à travers le temps. Il résiste à toutes les attaques qui l'empêchent, ce mot de nature. Mais en fait, cette irruption de la nature, l'irruption du vivant, de la nature vivante, je crois qu'elle s'est vraiment imposée à nous tous, parce que, en fait, d'abord, ça a été lancé, décrit, je pense, beaucoup par les artistes, quelqu'un comme Beckett, ou bien le philosophe Deleuze, qui a enseigné à Lyon à une époque, a beaucoup travaillé justement sur la question de l'épuisement, en fait. Et il caractérisait un peu, que Beckett finalement analysait le monde dans lequel on vivait comme un monde dans lequel on était épuisé. C'est-à-dire, ce qui était épuisé, c'était tout. C'était les milieux, mais les personnes, et en fait les possibles. Cette idée d'épuiser les possibles. Et je pense que le vivant, la notion du vivant, la notion de la nature, qui n'était pas présente, on peut le dire, ni dans la tradition finalement académique, ni dans la philosophie beaucoup, ni dans l'architecture. Il s'est vraiment progressivement imposé, et on a vu entrer en force aussi avec le paysage cette question du vivant. Et c'est ce qui a fait qu'on a quitté finalement, et je pense qu'on a vraiment aujourd'hui, même si ça persiste, on est dans un monde encore de calcul, on calcule beaucoup de choses, on mesure beaucoup de choses, et on en a besoin. Mais on essaie de cultiver une autre forme de raison, qui est aussi une raison intuitive, une raison empathique, une raison sensible, qui relance les choses. Mais je pense que c'est vraiment ce qu'on avait perdu, ce qu'on a perdu, au fond, suivant ce que vous avez souligné, d'ailleurs dans votre introduction aussi, c'est finalement une qualité d'habitabilité du monde. Aujourd'hui, on en parle beaucoup de cette question de l'habitabilité, des conditions d'habitabilité. Et je pense que ce qu'on a perdu, c'était ça. Et cet horizon qui s'ouvre autour du sensible, autour du vivant, tout ce qui a été dit depuis ce matin et tout à l'heure dans la dernière table ronde aussi, ou bien dans le poème qui était lu, c'était finalement de retisser des liens, retisser des possibles, repossibiliser en fait, pour combattre l'épuisement que tout le monde éprouve, que ce qu'on fait des statistiques justement sur le burn-out, c'était pas ce matin, on en a parlé, mais aussi le sentiment que c'est par d'autres sensibilités qu'on va pouvoir se régénérer. Alors, c'est vrai que ça paraît fou quand même aujourd'hui de faire le constat qu'on a construit nos villes contre le vivant, finalement. Et Flora, vous qui êtes chez un acteur de l'immobilier, est-ce que vous trouvez que ce regard change aujourd'hui ? C'est sûr que quand on est opérateur dans la fabrique de la ville, on aime bien ce qui est prévisible, ce qui est maîtrisable, ce qui est contrôlable. Alors même que, effectivement, quand on travaille sur le temps long, par définition, bien malin est celui qui saura ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans. Donc c'est paradoxal dès le départ. Et puis, de toute façon, je pense qu'effectivement, les regards changent, parce qu'on est percuté là de plein fouet déjà par les dérèglements climatiques. Rien que la semaine dernière, avec des températures de 35 degrés au mois de mai, on se rend bien compte que finalement, le monde tel qu'on l'a connu avant, il est en train de changer. On va entrer dans un monde d'hyper-aléas et vraiment d'inattendus de manière très forte, parfois très violente. Et là, on se rend compte que le vivant, c'est un énorme levier d'adaptation finalement. C'est un énorme levier pour nous aider à absorber ces crises et ces aléas, que ce soit des inondations, que ce soit des vagues de chaleur. D'ailleurs, c'est étonnant de regarder dans le même temps comment aussi les acteurs du vivant ont essayé de faire aussi un pas
vers cette intelligence rationnelle, comme vous disiez, en listant finalement tous les services écosystémiques. Donc on a toute une liste des services rendus par les arbres, par exemple. Chacun de ces services écosystémiques est quantifié, chiffré. On sait qu'un arbre, ça équivaut en puissance de rafraîchissement à 20 climatiseurs. Donc voilà, on arrive à des calculs un peu sioux, c'est un peu étonnant. Mais du coup, finalement, le vivant, à la fois, on essaie de le faire rentrer dans nos cadres de réflexion habituels. Et ça montre bien qu'en fait, maintenant, ça devient, et puis le mot existe d'ailleurs, une infrastructure. On parle du vivant en utilisant les mots infrastructure verte. On parle de l'eau en parlant d'infrastructure bleue, des sols, d'infrastructure brune. Donc, quelque part, finalement, on sait que le vivant, maintenant, va devenir vraiment un socle de nos projets qui se travaillent. Et nous, on le fait aussi, évidemment, avec tout un travail qu'on a fait qui s'appelle le Jardin pour la vie. C'est comment on repense le jardin de nos résidences, au-delà de la pelouse et de sa haie. Comment on fait pour concevoir des espaces paysagers qui jouent des rôles en faveur de la biodiversité, en faveur des usagers aussi, qui sont des lieux de rencontre, qui sont aussi des lieux de bien-être, par exemple lors de vagues de chaleur. Donc on a prototypé un jardin justement sur la friche Nexens, pas si loin d'ici. On a mesuré, puisque c'est un peu nos travers quand même dans le groupe, on a observé que dans ce jardin, il pouvait faire 4 à 7 degrés de moins que juste à côté sur la parcelle en n'étant pas justement au sein de cette végétation. Donc voilà, finalement, nous, on a aussi ce pas en avant, et c'est plus que sur des projets exemplaires, c'est vraiment maintenant des logiques de transformation lourdes sur nos projets, puisqu'on est sur des déploiements à grande échelle, et maintenant tous les projets se pensent dans cette optique-là. Ce jardin, il est déployé sur l'ensemble des projets. Et quand on parle du vivant, il est aussi favorable à la biodiversité. Il y a des mesures de l'impact sur la biodiversité. Quand on et sur la petite faune. Oui. Voilà. Alors, je vais me tourner vers Stéphane maintenant. Donc, Stéphane, vous travaillez avec l'eau. Donc, c'est un élément fondamental du vivant, l'eau. Mais quand on parle de maîtrise, justement, parce qu'on a voulu tout maîtriser, l'eau, c'est quand même difficile à maîtriser. Est-ce que c'est pas aussi quelque chose qui explique qu'elle est un peu magique, qu'elle est puissante, cette eau? Alors oui, donc l'eau, elle est, en fait, elle est présente depuis le début du débat, hein, depuis ce matin. J'ai pris quelques notes que je voulais partager avec vous. On a parlé de liberté, on a parlé de beau, on a parlé de cerveau, on a parlé d'imaginaire, de mémoire, de temps, d'espace, d'hybridation. Tout ça, ça a à voir avec l'eau. Et en fait, quand je vois l'affiche des assises, je me dis que c'est un fil rouge, mais en fait, on aurait pu faire un fil bleu. Et ce fil bleu, parce que l'eau, finalement, elle est partout. Vous avez tous un contact avec l'eau qui est permanent. Dès que vous vous levez, on a tous un contact avec l'eau. Vous êtes rafraîchis depuis ce matin sur les fontaines avec les orangeades. Et dedans, il y a des glaçons. Et personne ne s'est posé la question pourquoi ces glaçons flottent. C'est une question qui est bête, qui est simple, mais c'est contre-intuitif. Et ce n'est pas ce que la physique nous dit. Ces glaçons, ils devraient couler. Donc oui, on travaille avec un médium qui est extraordinaire et qui, paradoxalement, est le plus ordinaire qu'on ait sur la planète. Et on est complètement déconnecté de la réalité imaginaire de ce qu'est l'eau. Donc, je crois que vous avez un exemple aussi qui montre le côté imprévisible, mais pas ce qu'on croit. Alors, le côté prévisible, donc je vais en parler. Donc, l'imaginaire, je vais en revenir. Et je suis ravi de partager cette table avec Chris Younes, qui est philosophe. Et je m'appuie beaucoup sur la philosophie aussi pour comprendre mon métier et pour comprendre la signification de l'eau, pour que je puisse aussi la traduire sur les projets qu'on fait. Alors, la maîtrise, on a une maîtrise qui est extrêmement fine, en fait. Un ouvrage de Fontainerie, c'est un ouvrage technique qui est très précis. Et on travaille avec une finesse avec l'eau et qui est basé sur des calculs hydrauliques qui ont été imaginés par des savants il y a des centaines d'années
Et on utilise ces formules hydrauliques qui nous permettent d'envoyer de l'eau dans l'air à une distance très précise, en jouant sur la pression, sur la vitesse dans les canalisations avec des systèmes de pompage. Donc il y a une maîtrise qui est extrêmement fine sur le projet que vous avez à l'écran. On a 2 cm d'eau. On arrive à inonder une place de 3000 m² avec 2 cm d'eau. Donc on a besoin, on a une maîtrise qui est très précise. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à Bordeaux. Hein. C'est à Bordeaux, oui. Donc c'est le miroir d'eau de Bordeaux. Donc paradoxalement, on a cette maîtrise qui est incroyable dans le métier, c'est très technique. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que l'eau, elle interagit avec l'air, elle interagit avec la lumière, elle interagit avec les matériaux. Donc il y a un degré d'imprévisibilité qui est énorme. Et chaque projet, c'est une expérimentation d'une certaine façon. Et on a des fois des bonnes surprises et des fois des surprises moins bonnes. Donc on a, je dirais, un degré de robustesse dans ce qui a été discuté ce matin dans nos projets, dans la façon dont on les conçoit, dont on les imagine. On a un degré de flexibilité qui nous permet justement d'arriver à maîtriser ces choses qui sont imprévisibles. Et alors, le côté imprévisible, par contre, qui est vraiment intéressant et qui se passe sur les projets qu'on fait, c'est le public qui rend possible cette imprévisibilité. Donc nous, on met en scène un espace qui est un espace de liberté et on se rend compte qu'il y a des usages qui sont complètement extraordinaires et qui sont inimaginables quand on conçoit le projet. Quand on a conçu le projet de Bordeaux, on n'aurait jamais pu imaginer la façon dont les gens allaient les utiliser et le succès populaire qu'on connaît. Donc le degré d'imprévisibilité, il est là. En fait, c'est un espace de liberté qu'on offre au public dans la ville où les gens peuvent s'exprimer et il se passe des choses qui sont extraordinaires. Merci. Mais d'ailleurs, oui, j'allais vous demander de réagir là-dessus. Oui, justement parce que je trouve que merci parce que je trouve qu'effectivement, c'est vrai que c'est une référence Bordeaux qui fait beaucoup rêver, parler les étudiants et tout le monde d'ailleurs, à vrai dire, parce que d'une certaine manière, il y a quelque chose qui va nous réenchanter en fait. Il y a du réenchantement dans ce miroir d'eau de Bordeaux. Et ça va complètement dans le sens, justement, de ce fameux désenchantement dont a parlé Max Weber pour qualifier un peu le monde moderne. Il va être, c'est quand même par les sens, par la sensualité, par les liens. C'est ce qui va nous réenchanter, ce qui nous relie, mais qui va nous réenchanter. C'est pas simplement ce qui nous relie parce qu'on est relié par une chaîne. C'est le cas d'ailleurs. Hein. Quand on parle du vivant, on parle de l'interdépendance, donc de l'altérité. Mais de cette altérité qui nous régénère parce qu'elle nous réenchante en fait. C'est vrai que cet exemple il est formidable parce que il est devenu un symbole de ce qu'il est possible de faire pour réenchanter, puisqu'on sait que ça redynamise. On va même exprès pour voir ce miroir d'eau. Évidemment, les habitants y vont pour se rafraîchir, etc. Mais c'est vraiment le pouvoir de l'altérité, c'est-à-dire l'altérité au sens d'autres choses que soi-même. On en a beaucoup parlé depuis ce matin, c'était la conférence aussi Charles Pépin, parce que au fond, cette régénération, elle va passer par le fait que ça a de la valeur de rencontrer l'autre, mais pas n'importe comment non plus. C'est-à-dire que la rencontre avec le vivant n'est pas non plus, elle est évidente, elle est ordinaire, et en même temps, en tant que toutes les sociétés s'organisent dans la façon de rencontrer les autres vivants. Et donc c'est tous ces dispositifs qui sont très importants. Ce que je comprends, pour que ça fonctionne quand même, c'est qu'il faut une part de liberté. Et on voit ici, là, vous avez fait un mur d'eau, un miroir d'eau, pardon. Et c'est justement cette liberté qui est proposée. Voilà, c'est vraiment la liberté de créer. Et alors l'émerveillement, donc je vais rebondir dessus parce que moi, je m'émerveille des qualités de l'eau. En tant que fontainier, je travaille avec un matériau qui est extraordinaire et qui est mystérieux. Même d'un point de vue scientifique, en fait, il y a plein de comportements de l'eau qui ne sont pas compris. Donc moi-même, j'ai besoin de ressentir cet émerveillement. Et ce qu'on essaye de traduire, c'est dans les projets qu'on fait, c'est de révéler voilà, les capacités extraordinaires de l'eau. Et des fois, c'est très simple. Avec 2 cm d'eau, ça fonctionne. Et donc, Flora, pour vos projets, il faut aussi accepter une part
justement d'inconnu, en fait, laisser une part imprévisible dans la fabrique urbaine? Comment vous faites? Ça, je pense que ce qu'il montre bien, c'est effectivement l'émergence de l'urbanisme transitoire. C'est assez nouveau aussi de se dire, finalement, plutôt que de réfléchir très fort pendant très longtemps et ensuite de tout bien concevoir, de travailler le mobilier urbain, etc., de se dire, en fait, peut-être qu'il y a un espace qu'on va laisser un petit peu libre. On va le tester justement pendant ce temps long de l'aménagement et on va voir comment les usages prennent pas, qui sont les gens, qui sont les usagers qui viennent sur ce site, pourquoi faire, etc. Et plutôt accompagner finalement des usages naissants plutôt que de les décréter. Et ça, on en parlait tout à l'heure, Thierry Roche, vous en parliez, des espaces capables. Finalement, ça c'est aussi une notion qui émerge de plus en plus. Donc là, je vais juste rebondir là sur. Donc c'est intéressant parce que là, on a le point de vue de l'aménageur. Donc, on a parlé ce matin de la robustesse. Donc, il y a une prise de risque parce que donc, nous, on travaille. Je ne peux pas vous garantir totalement tout ce qui va se passer. On a des fois un prototypage à faire. Et c'est donc, des fois, il faut prendre des risques sur une opération et faire quelque chose qui n'est pas forcément connu. C'est un peu comme Bordeaux. On a imaginé quelque chose, on ne savait pas où on allait. Donc, c'est vraiment un dialogue et une confluence en fait, de perspectives qui doit naître et qui permet ça. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que quand on utilise le mot vivant, en fait, aucun de vous n'a parlé de nature verte, décorative. On voit bien que le derrière vivant, c'est des conditions d'habitabilité qui sont en jeu. Et donc, on va dans cette deuxième séquence. Donc là, on a fini la séquence sur le vivant qui nous questionne. Pourquoi il nous questionne, ce vivant? Donc l'eau nous questionne, le vivant nous questionne. Là, on va aborder la séquence du vivant qui nous attire et qui nous relie. Et je vais continuer avec vous, Stéphane, parce que l'eau, vous citez souvent d'ailleurs que l'eau n'est pas un objet. Vous ne le considérez pas comme un objet, mais un événement. Et donc, pour vous, pourquoi l'eau provoque-t-elle presque instantanément de la contemplation, de la pause, du rassemblement? Bon, alors là, je vais devoir parler forcément de choses un peu plus évidentes, mais finalement, c'est peut-être déclenché en vous aussi une réflexion, aussi un imaginaire. Donc, je vais vous parler des sens qu'elle active. Donc, ça, c'est tous les sens qu'on a, ils sont transformés par l'eau. Et moi, j'utilise ce pouvoir dans nos projets. Donc, le premier sens, c'est forcément donc, le rafraîchissement. Donc, vous êtes mieux déjà, là. Voilà, vous avez perçu qu'on était en période de canicule et que dans le journal télévisé, donc, on a droit aux images des personnes qui jouent dans les fontaines, donc qui sont des refuges climatiques quand on a 35 degrés en ville. Donc là, il y a vraiment une notion importante de rafraîchissement maintenant avec le changement climatique. Donc ça, c'est un des pouvoirs incroyables de l'eau, un échange thermique qui est extrêmement efficace et qui est instantané. Si vous avez un contact direct avec l'eau, vous êtes tout de suite rafraîchi et c'est un échange thermique qui est incroyablement complexe, extrêmement efficace. Ce qui est incroyable, c'est que l'eau, elle a cette capacité donc, à baisser la température d'une façon très très rapide, mais à garder elle-même une température qui est relativement stable. Donc ça, c'est un des pouvoirs de l'eau que, évidemment, on utilise dans nos projets. Un deuxième pouvoir qui est très puissant, c'est le stimuli visuel. Donc l'eau, ça bouge, ça brille. Donc on a quelque chose en nous qui fait qu'on est plutôt attiré par le mouvement que par des objets immobiles. Il y a probablement un héritage cognitif. On est attiré par la couleur naturellement. Et donc l'eau, elle a ces capacités-là. Donc moi, je joue avec cette capacité pour guider quelquefois le flux de personnes en ville. Et on va positionner une fontaine, un jet d'eau à un certain endroit qui va guider aussi les personnes dans l'espace. Donc ça, c'est une des capacités qu'on utilise. Et puis, évidemment, il y a une capacité qui est probablement obsessionnelle chez moi, c'est le reflet. Donc le reflet, c'est le miroir d'eau, et on est devenus les spécialistes mondiaux des miroirs d'eau avec mon équipe. Donc j'en suis arrivé à me demander si... essayer de questionner un petit peu pourquoi cet intérêt. Je m'appuie beaucoup sur le travail de Bachelard, qui est pour moi
celui qui a le mieux compris et qui a le mieux décrit la nature de l'eau et qui explique donc le reflet. Et finalement, dans le reflet, il se passe des choses et on a accès à une image qui est unique, qui est la propre image que vous voyez à ce moment-là, qui reflète le ciel. Et il se trouve qu'il y a un nuage à ce moment-là. Cette image, elle est unique, elle ne se répliquera jamais. Et donc, il y a l'ouverture à un imaginaire qui est extraordinaire. Alors ça, je vais en parler. Ça, c'est le pouvoir numéro 4. Le pouvoir numéro 3, c'est le bruit. Donc le bruit de l'eau, c'est démontré scientifiquement. Le bruit de l'eau, ça apaise. Le bruit de l'eau qui court naturellement, ça ralentit notre rythme cardiaque. C'est quelque chose qu'on sent et qui est naturel. Donc c'est quelque chose qu'on utilise aussi, mais qui paradoxalement, on maîtrise le moins et que j'ai le plus de mal à calibrer en fait. Donc ça reste encore un champ exploratoire qui est énorme. Et le dernier pouvoir que je voulais évoquer aujourd'hui, c'est l'imaginaire. Donc à travers ce miroir d'eau, on voit des choses, on reflète du paysage, on reflète des immeubles. Et ce travail sur l'imaginaire, en fait, il commence par comprendre quelle est la nature de l'eau à l'endroit précis où on va travailler. Comment l'eau a influencé cet endroit, pourquoi elle est là, pourquoi elle a disparu, où est-ce qu'elle va, et puis comprendre la nature de l'interaction des gens avec l'eau. Et on se rend compte qu'il y a une variante extraordinaire de contact avec l'eau. Je vais vous poser une question simple. Je travaille en ce moment en Arabie Saoudite, à Riyad, au milieu du désert Nedj. C'est un endroit extrême en termes climatiques. Pourquoi pensez-vous que des gens ont décidé d'habiter ici, au milieu du désert? Est-ce que quelqu'un a la réponse? Il y a une oasis? Il y a de l'eau. Eh bien oui, il y a de l'eau. C'est vraiment le point de départ. Et en fait, ce point de départ, donc, quand je travaille dans cet endroit-là, je vais essayer de comprendre où est-ce qu'elle est. Elle est cachée sous terre, et il y en a beaucoup. Et c'est la raison pour laquelle des habitants, des gens se sont arrêtés ici et puis ont développé une ville. C'est-à-dire qu'ils l'ont ressenti sans la voir? Ils l'ont trouvé. À un moment donné, ils l'ont trouvé, ils ont creusé. Et puis, ils ont atteint une nappe. Il y a une nappe phréatique qui est énorme. Et donc, ils ont à disposition de l'eau potable en grande quantité. Alors, cette eau potable, elle n'est pas renouvelable. Mais il y a quand même un climat qui est associé à l'eau, un climat qui est local, qui est très spécial. Il y a des montagnes à une centaine de kilomètres. Ces montagnes accrochent les nuages. Et puis cette eau, elle retombe dans ces montagnes et va ruisseler jusqu'à Riyad à travers un système caractéristique qui s'appelle un wadi, qui est une rivière éphémère. Eh bien, tout ce travail sur l'eau, il va informer la conception du projet qu'on va mettre en place. Et on va essayer de raconter cette histoire à travers les projets, à travers les fontaines qu'on fait. Et d'une certaine façon, on travaille sur l'imaginaire, sur l'invisible. Et l'objectif, c'est que les personnes, elles reconnectent et qu'elles comprennent aussi donc, ce cycle de l'eau qui est invisible et qui a un sentiment de résonance. Alors là, je vais tendre une perche à Chris Younes. Donc ça, c'est un concept d'Armut Rosa qui explique, je vais vous l'expliquer par mes propres mots, c'est le fait de se sentir bien à un endroit sans savoir pourquoi. On est bien, on se sent aligné avec soi-même, mais on n'arrive pas à l'expliquer. Et ça, c'est ce que j'essaye de faire à travers nos projets, justement en travaillant sur l'invisible et à mettre des choses qui vont peut-être nous toucher. Alors c'est très personnel, c'est un parcours personnel d'affect. Donc on ne touche pas tout le monde, mais c'est ce qu'on essaie de révéler. Mais ça rejoint vos travaux, Chris, si vous voulez réagir là-dessus. Parce que je trouve que c'est tout à fait passionnant de voir à quel point... en fait, moi, j'ai pris la passion de l'architecture précisément parce que l'architecture, le paysage, la ville, n'ayant pas eu cette formation au départ, évidemment, mais sur le tas, on pourrait dire, et avec des praticiens, mais c'est précisément parce que ça relie tout, en fait. Ça relie, comme vient de l'expliquer Stéphane Lorca, tout ce qui touche
des données très concrètes, c'est très physique, ça demande un grand savoir, une grande expertise pour pouvoir manipuler l'eau. Et on sait par exemple toute la tradition des Qanates qui va récupérer l'eau des montagnes en Iran pour pouvoir traverser le désert et la faire ressurgir. Ça a demandé beaucoup de connaissances et beaucoup de temps pour que les humains acquièrent ce type d'expertise. Mais en même temps, c'est une expertise millénaire qui n'a jamais, jusqu'à une époque très récente, qui se voulait très arrogante en fait, par une modernité de tabula rasa, mais qui était tout le temps en train de rechercher comment on va se relier avec le cosmos en fait, la cosmocité, et avec donc l'imaginaire dont Bachelard, c'est vrai, a été un chantre merveilleux, alors qu'il voulait surtout faire de la philosophie des sciences, de l'épistémologie, mais en fait, l'histoire le retient beaucoup par rapport au travail qu'il a su faire à l'écoute des poètes. Et je pense que justement, cette résonance dont parle Hartmut Rosa, cette poésie, cette poétique dont parle Bachelard, c'est vraiment cette capacité qu'on a de se mettre en contact, mais c'est de façon contact par tous nos sens, sans qu'on réfléchisse. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose, moi je trouve vraiment magique quand un projet marche, parce qu'on parle beaucoup de l'acceptation sociale, c'est vrai. Dès qu'on va nous présenter de nouvelles façons de faire, ce n'est pas du tout facile de l'accepter. Par contre, lorsque les lieux sont réussis, lorsque ça marche, eh bien, il n'y a même pas besoin de dire aux gens. Il y a une magie dans la façon dont il y a une appropriation. Il n'y a pas besoin d'explication. C'est ce que disait Olivier Hamon ce matin. Et ça, c'est vraiment très important. C'est très intéressant d'être aussi un peu détecteur des lieux qui marchent. Ça avait été d'ailleurs un peu à une époque la position intéressante de Colas, de regarder où est-ce que la vie prend, en fait. Dans les marchés, sur les bords, dans les lieux souvent un peu déshérités, mais où il y avait quand même du lien et de l'échange, et plus que ça, c'est-à-dire du partage. Et donc je trouve que moi, je ne me suis pas lassée de la magie des lieux qui marchent, et des lieux qui marchent vraiment bien sont assez rares. L'eau, elle est magique parce que, comme vous le soulignez, elle est vitale, elle est profondément, c'est anthropologique, c'est quelque chose qui traverse toutes les cultures, c'est vraiment un fil commun qui relie les cultures. Elle est vitale, mais elle est profondément symbolique. Et qui dit symbolique dit que ça nous échappe totalement. Ce qui est génial aussi, c'est que dans cette nouvelle ville qui arrive, qui s'est invitée sans qu'on l'invite au départ, elle s'est invitée parce qu'on étouffe et qu'on risque de ne pas arriver à survivre, eh bien, c'est par la magie des lieux qu'on reprend. Et je pense que, vous voyez, la science nous montre que le vivant, c'est l'interdépendance. C'est le mot-clé, hein, je crois qu'on a tous intégré que qui dit vivant dit interdépendance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se déconnecter des autres formes de vie. Mais c'est l'interdépendance avec des milieux, pas simplement avec des êtres vivants. Parce que les êtres vivants n'existent pas sans habitat. C'est leur milieu de vie qui va être en jeu. Et donc c'est ça qui est assez extraordinaire, parce que la Terre, finalement, c'est un puzzle inimaginable. Vraiment, on n'arrive pas à le voir, de diversité de dispositifs. Il y a le commun de l'eau, mais au cas par cas, va être réinventée cette rencontre, finalement, qui a beaucoup, beaucoup à voir avec la cosmicité, qu'on a vraiment beaucoup perdu dans une culture qui est très de marchandisation, qui a minoré cette dimension-là, alors que notre être vibre de ces forces-là, qui nous traversent, qui nous entraînent et qui ont créé les conditions de notre arrivée sur Terre. Donc voilà. Et c'est celles avec lesquelles on essaie de s'allier. Ce que vous décrivez, c'est des alliances qui sont techniques, symboliques et imaginaires. Alors, je vais demander à Flora, du coup, est-ce qu'il y a des projets, des retours d'expérience sur le fait que le vivant, mais aussi l'eau, la lumière, les saisons, apportent une capacité particulière à rendre un lieu désirable? Effectivement, cette magie de l'eau dont on parlait juste avant, ça, on l'a perçu aussi à notre manière. On a développé un quartier finalement tout en bord de Seine à Cormeilles-en-Parisis. Alors il faut savoir, donc Cormeilles-en-Parisis, c'est une ville du 95 qui historiquement a toujours tourné le dos à la Seine. En fait,
avant ce quartier, il y avait une friche industrielle, c'était une ancienne cimenterie. En plus, donc, évidemment, un no man's land qui laissait aussi une empreinte très forte sur la ville. Moi, j'ai eu l'occasion d'interroger des habitants, des acteurs du territoire qui me parlaient d'une poussière blanche qui se diffusait. Voilà, c'était pas du tout un lieu d'enchantement. Et donc, finalement, développer ce quartier, ça a été une manière aussi pour les habitants de Cormeilles de se réapproprier, finalement, la Seine qui est vraiment à leur porte et de retourner la ville vers la Seine, de retrouver ce lien au fleuve qu'ont d'ailleurs toutes les autres villes au-dessus et en dessous. Donc on voit bien que c'était quelque part une anomalie. Et donc cette intuition-là, effectivement, elle se vérifie puisque l'eau devient devient l'élément vraiment structurant du cadre de vie qui est proposé. Là, on ne s'est pas tourné contre le vivant. Là. Et en termes de programmation, forcément, il y a des commerces, forcément, il y a aussi des lieux de vie, de service, puisque on sait que ça va devenir un lieu de destination. On connaît ce pouvoir d'attractivité, d'attraction de l'eau et cette capacité aussi à ralentir, à flâner, à faire se rencontrer les gens. Donc voilà, c'est un bel exemple, je pense, de comment est-ce que l'eau peut servir le lien sur des quartiers, puisque c'est pas forcément facile quand un quartier sort de terre de créer du lien. C'est souvent ce qui est le plus difficile pour les nouveaux habitants. Et donc là, on voit qu'on a un extraordinaire élément facilitateur qu'est l'eau. Et ici, c'est l'eau, mais ça peut être sur d'autres projets, à travailler plutôt le végétal, des espaces justement végétalisés qui sont partagés. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. Oui, et en fait, quand on voit tous les pouvoirs magiques du vivant, c'est quand même fou qu'on s'en soit écarté. Donc là, la question, et on entame la troisième séquence, qui est comment le vivant et notre regard, nos interrogations et la découverte, la redécouverte des pouvoirs que ce vivant peut avoir sur l'habitabilité, comment, en fait, le vivant est en train de transformer l'urbanisme aujourd'hui. Et je vais me tourner vers vous, Chris, avec tous vos travaux de recherche. Olivier disait ce matin, par exemple, que on a déjà changé de sens, Olivier Hamon, quand il dit que l'eau, on a déjà pris conscience qu'il ne fallait pas la canaliser et faire en sorte qu'elle s'infiltre à la parcelle sur place. Et donc, est-ce que vous constatez, vous, déjà une inflexion, un changement dans l'urbanisme? Oui, je crois qu'on le voit vraiment, on le voit dans toutes les images d'ailleurs de représentation, c'est-à-dire qu'il y a... Je pense qu'on est parti vraiment de l'idée qu'il fallait apaiser la ville. Au départ, vous voyez, c'était un peu... je pense qu'il y avait un texte célèbre de Nietzsche qui disait qu'il faut retrouver dans les villes des lieux où on peut s'arrêter, des lieux où on peut méditer, des lieux où on peut en fait se retrouver un peu avec soi-même et avec les autres. Et donc changer de rythme d'une certaine manière. Et puis, je pense qu'avec tout ce qu'on vient d'évoquer, ce que vous avez repris à propos de l'eau et les travaux que vous faites, par exemple en Arabie Saoudite, mais aussi cette idée qu'il n'y a pas simplement la surface, il n'y a pas simplement le sol, mais c'est l'épaisseur, c'est le sous-sol. D'un seul coup, on redécouvre, on parlait toujours dans la longue tradition finalement de l'architecture et du paysage, d'ailleurs, on parle toujours du rapport entre la terre et le ciel. Mais je pense que le XXIe siècle, c'est une époque qui redécouvre l'importance du sous-sol. Comme étant l'épaisseur du sol et le sous-sol. Et d'un seul coup, il y a une sorte d'épaisseur, et l'eau en particulier, qui évidemment fait remonter, affleurer en surface, et qui va être reflété finalement le temps qui passe et les nuages et les gens qui passent. Mais profondément, c'est retrouver cette espèce de matière mystérieuse, extrêmement puissante, qui est traversée d'énergie, traversée de flux, traversée de... Et donc, c'est cette dimension-là, je pense qu'on voit la grande évolution, retrouver des lieux d'apaisement, mais aussi retrouver ce qui donne vraiment vie au sol et donc donne vie aux humains. C'est-à-dire que le vivant, dans son rapport avec les éléments, parce que ça a été souligné, vous l'avez beaucoup souligné, Stéphane, cette idée que, au fond, quand on parle du vivant, il y a son interdépendance, mais profondément, on retravaille la vie élémentale. L'eau, l'air, la terre, le feu. Bon, les Chinois parleraient finalement du métal, mais il y a profondément ce réancrage dans une terre qui est très ancienne et qui a un pouvoir de nous accueillir, mais aussi il faut
comment être attentionné à cette terre-là. Parce que je trouve que ce qui m'a frappé depuis ce matin, et en écoutant mes collègues là maintenant, c'est voir que dès qu'on prend au sérieux le vivant, on prend au sérieux l'humain bien sûr, mais pas que l'humain, et que donc on va essayer d'aller à la rencontre de quelques autres façons d'habiter, d'être, de vivre. Et donc, c'est vraiment une attention. Je pense que c'est l'attention qui a toujours été présente chez les chasseurs, chez les cueilleurs. Je veux dire, l'attention, elle est profondément présente chez le félin comme elle est chez l'humain. C'est-à-dire que là, et être attentionné, c'est quelque chose de magique. C'est magique aussi. Parce que c'est retrouver l'idée de soin, l'idée d'hériter, d'être capable d'hériter de la longue tradition, non pas pour simplement la répéter, mais simplement pour la reprendre et la transformer et la faire évoluer. Parce que comme vous l'avez souligné, cette idée de comment est-ce qu'on va transformer les choses, c'est vraiment essentiel. Ça, c'est un mot qui a beaucoup couru depuis ce matin, en disant parler transformation plutôt que résilience. Et ça, c'est très intéressant, comment on contacte des éléments de l'autre et de la beauté du monde, de la beauté des animaux, de la beauté de l'arbre, de la beauté des productions, de certaines productions humaines, parce qu'il y en a d'horribles aussi, eh bien, on va se régénérer. Et c'est ça qui est magnifique. C'est qu'on se régénère, mais de façon, c'est physiologique, je dirais, c'est corporel. On avait plein d'explications de neurosciences, de biochimie de notre cerveau et de notre corps, mais profondément, on l'éprouve. On éprouve à quel point, au contact de lieux qui sont bien mesurés, justes, parce que Bordeaux, par exemple, c'était juste mesure quand même. Parce que oui, ça c'est intéressant aussi de voir. C'est pas mesurer au sens de calculer simplement. C'est très important. Hein, calculer combien ça coûte, combien de surface, combien ça produit de déchets, etc. Mais trouver la juste mesure pour que la rencontre ait lieu, qu'une certaine civilité ait lieu, qu'une certaine harmonie. Parce que ce mot d'harmonie revient sur le devant de la scène. Non pas comme une école des beaux-arts, avec des codes qu'on reciterait comme ça, comme un mantra, mais comme retrouver des équilibres dans un monde de totale incertitude, de total déséquilibre. Et en fait, Flora, je me souviens en fait d'une initiative que vous avez eue. Vous êtes partie des propriétés du vivant. Donc là, on va encore plus loin. Alors, Olivier, on parle de la robustesse, hein, qui est une des propriétés du vivant. Mais vous êtes parti de 9 propriétés, si j'ai bien compris. Oui, et justement, ça fait écho à ce que vous venez de dire sur retrouver l'harmonie avec le vivant. C'était un des objectifs, effectivement, de cette démarche un peu prospective qu'on a menée et qu'on avait baptisé le bâtiment vivant. Justement, on s'est inspiré des approches régénératives, notamment des 9 propriétés du vivant. Alors, il y en a 9 selon la Butterfly School, mais selon les écoles, le chiffre varie un peu. Mais en tout cas, on retombe toujours un peu plus ou moins sur les mêmes principes. Effectivement, la notion de singularité, d'interdépendance sont des principes clés. Je ne vais peut-être pas tous vous les citer, mais en tout cas, ce qui est important à retenir, c'est que c'est vraiment des nouvelles lunettes, finalement, pour voir le monde. Mettre les lunettes du vivant, pour nous, c'est vraiment une méthodologie un peu expérimentale qu'on essaie de mettre en place, justement pour retrouver cette harmonie avec le vivant, retrouver ce lien et ce rapport au vivant, puisque un des constats de départ, c'était de se dire, finalement, donc, non seulement il y a le franchissement des limites planétaires d'un côté, mais il y a aussi finalement un éloignement, une distanciation de plus en plus forte de l'humain vis-à-vis du monde vivant. Quand on questionne les enfants sur des variétés végétales qu'ils connaissent, on voit qu'ils en connaissent très peu, alors que des marques, ils sont capables d'en citer, je crois, plus de 1000. Donc en fait, on voit qu'il y a une vraie distanciation. Et nous, notre responsabilité en tant que concepteurs de lieux de vie, c'est de pouvoir justement créer ces occasions d'interaction avec le vivant, de compréhension, de proximité avec le vivant. Je crois que vous avez même fait un concept building avec Duncan Lewis. Et donc ça, on l'a traduit effectivement du point de vue architectural avec Duncan Lewis, qui est un architecte qui peut avoir des propos assez marquants justement par rapport au vivant. Il dit notamment que son architecture doit s'effacer par rapport au vivant, que l'architecture c'est moche. Il dit même qu'il fait des choses moches au monde vivant.
Donc voilà, et il a beaucoup travaillé aussi cette notion de sous-optimalité, dont parlait Olivier Hamon ce matin. Moi, je ne vais pas en donner une meilleure définition, mais juste la manière dont on l'interprète pour nous, c'est finalement de se dire comment est-ce qu'on en fait un outil de résilience et de robustesse par rapport aux années et aux aléas qui viennent. Et donc, c'est vrai que cette notion de sous-optimalité, personne ne nous a appris à penser comme ça, ni pendant nos études, ni nous dans nos process. On ne vient pas challenger les projets en vérifiant en quoi ils sont sous-optimaux. C'est plutôt l'inverse. Oui. Et donc, allez dire à un secrétaire général, on a fait un projet sous-optimal. Et donc, l'idée, c'est quand même de se dire, mais à quoi ça peut nous servir de penser sous-optimalité ? Ça nous sert à penser finalement la résilience. À Cormeilles, le projet de tout à l'heure, finalement, les rez-de-chaussée ne sont pas habités, puisqu'en cas de crue de la Seine, ils doivent pouvoir absorber justement une montée du fleuve. Là, sur le Consa Building de Duncan Lewis, on voit qu'il y a des pleins et des creux, puisqu'il a voulu conserver les arbres existants. Il a travaillé aussi une construction sur pilotis, etc. Et donc, c'est tout ça qui va venir finalement amener de la résilience au projet. Merci. Stéphane, est-ce que, on est quand même sur les thèmes de la reliance, hein, est-ce que vous avez des exemples concrets de lieux vivants qui nous relient ? Comment rendre visible l'invisible, Oui. comme vous le dites ? Alors, il faut que vous passiez le slide suivant. Ah, voilà. Donc, on va reparler d'imaginaire et de résonance. Donc, je vous ai parlé d'une expérience qui peut être une expérience individuelle. Et sur un projet qu'on est en train de réaliser à Nanterre, on a réfléchi sur une expérience collective. Alors, je vais être un peu provocateur. On a parlé beaucoup du vivant depuis ce matin. Moi, je vais vous parler de la mort. Parce qu'après tout, la mort, elle fait aussi partie du vivant et tout est cyclique. Ce projet, il est particulier. C'est un projet autour du bassin, autour de l'hôtel de ville de la ville de Nanterre, en région parisienne. Il y a un grand bassin désaffecté qui est existant et qui est vide depuis de nombreuses années. Il y a eu un attentat le 27 mars 2002 à l'hôtel de ville. Il y a un individu armé qui est rentré dans l'hôtel de ville pendant une session plénière et qui a tiré sur les assistants de cette session. Il y a eu 8 morts et 22 blessés. On a gagné un concours il y a 2-3 ans qui consistait à réhabiliter ce bassin et à le transformer en bassin mémoriel, donc qui célébrerait tous les 27 mars la mémoire des personnes qui ont été tuées. Donc on utilise l'eau dans ce cas comme véhicule émotionnel et on a travaillé sur un concept qui est vraiment extrêmement minimaliste, qui consiste à créer des battements avec un système mécanique sur un bassin miroir, et on a 8 battements qui peuvent apparaître de façon inopinée, et on appelle ces battements les cœurs humides. Donc c'est un travail sur la mémoire et qui consiste à rendre visible un événement du passé dans le présent. Alors pourquoi les cœurs humides ? Donc le cœur, c'est la métaphore de l'affectif. En grec, c'est le thumos. Et il engendre une notion de respiration. Donc on a voulu transmettre cette notion de respiration à travers un battement qui représenterait métaphoriquement un battement de cœur, et d'une certaine façon de rendre visible ces 8 personnes qui ont été tuées, mais qu'elles sont encore présentes dans nos mémoires et dans le cœur des proches et des personnes qui ont connu ces personnes, et de rendre visible donc, ce cœur qui n'arrêtera plus de battre, qui sera visible donc, de façon aléatoire sur le bassin, et ces 8 cœurs vont pouvoir battre à l'unisson et de façon atemporelle. Alors humide, évidemment parce qu'il y a une notion de tristesse. Donc quelque part, on est constitué d'eau, donc en grande majorité, et d'une certaine façon, on est rempli de larmes, et quand on pleure, ce cœur déborde et il vient battre. Donc cette notion de cœur a évidemment une notion de tristesse, mais elle représente aussi la force d'agir,
la force de résister, la force d'aller de l'avant et voilà, de se projeter aussi dans le futur. Donc je voulais vous montrer cet exemple pour vous montrer la puissance narrative du storytelling dont on a parlé, qu'on peut transmettre à travers l'eau. Et la mort fait partie du vivant. C'est un sujet d'ailleurs qui fera certainement l'objet d'un, peut-être pas un fil conducteur, mais d'une thématique dans des prochaines assises. Parce qu'effectivement, la mort, on en entend peu parler, mais il faut le traiter. On en arrive à la conclusion. Donc on a vu, on s'est questionné, le vivant nous questionne, le vivant nous attire et nous relie. Le vivant transforme les modes de faire. La preuve, quand on a ce type de projet qui ne se tourne pas contre le vivant, mais qui le prend en cœur. Là, vous avez un parterre de spécialistes. Ils sont tous responsables, d'une part, de la fabrique de la ville. Et en termes de guise de conclusion, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire, sachant que pour que justement on profite de ces pouvoirs magiques du vivant, qu'on n'en fasse pas un objet de décoration, mais qu'ils agissent vraiment sur l'habitabilité et sur le côté sensible de la ville. Je vous donne la parole. C'est très impressionnant. Non, en fait, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je trouve que d'avoir mis l'accent sur ce qui nous relie, se relier, c'est vraiment, à mon avis, un objectif très, très important. Parce que c'est ce que vous venez d'expliquer à propos des cœurs humides, c'est voir comment on va se relier avec les mémoires de ce qui nous a précédés. C'est-à-dire c'est la chaîne quand même de ce qui fait l'humanité de l'humanité. Parce qu'on sait que on a tous appris la disparition de Edgar Morin. C'était une grande personnalité, un grand inspirateur, en fait, un grand militant de la question du relier, de la reliance, puisque lui, il a définissé comme ce qu'est l'art de se relier à soi, à l'autrui et aux autres espèces. Et je pense que se relier au vivant, c'est évidemment se relier à toutes les formes de vie, donc dans leur singularité. Ça me paraît très, très important. Mais je pense aussi que c'est très, très intéressant, très important. Et je crois que ce qui va être fondamental dans les années qui viennent, je pense dans les mois qui arrivent, c'est de redonner toute leur place à tout ce qui est les cycles de vie de disparition, de saisons, c'est-à-dire les rythmes en fait du cosmos en fait. Et je pense que cette dimension-là, elle est fondamentale. Il y a toute une rythmologie qui a été développée il y a longtemps par Henri Lefebvre, mais qui aujourd'hui est relancée par tout un courant à Grenoble, qui a déjà produit pas mal de choses, et où en fait ça réunit toutes les disciplines, que ce soit les océanographes, que ce soit les astrophysiciens, que ce soit les spécialistes du cœur ou du cerveau. Et donc cette question-là, de se relier à tous ces rythmes, de se mettre en consonance, de se mettre en état de consonance, c'est certainement ce qui devient le nouveau défi pour la façon de faire la ville et de faire les milieux habités. Et on voit bien qu'on prend en compte effectivement les cycles de l'eau, les cycles de la chaleur, les cycles des saisons, pour pouvoir finalement c'est à la fois se renaturer, se reculturer en même temps. En fait, c'est pas l'un ou l'autre. C'était la grande leçon de Deleuze. Il faut bien reconnaître, c'était pas dire ou la nature, la renaturation ou la culture. C'est en fait les deux ensemble. Et je pense qu'on ne peut pas parler de ce qu'on vient de parler depuis ce matin sans voir cette alliance, cette disponibilité, cette symbiose, en fait, ces synergies entre les puissances naturelles et la très longue tradition humaine qui est en train de se réinventer aujourd'hui, mais en se remettant au contact des choses, non pas contre la raison, parce que je crois qu'il va y avoir une bataille à mener aussi contre certains obscurantismes qui vont s'opposer à une certaine raison savante qui va être considérée comme finalement nous ayant égarés. Mais la raison est aussi ce qui nous relie. C'est-à-dire la sensibilité nous relie, mais il y a une raison sensible. Ça a été largement porté dans la philosophie. Et je pense que c'est un point très, très important. On évoquait ce matin Dagonier, par exemple, qui a beaucoup travaillé sur la question du vivant et qui lui aussi était sensible à ces données-là parce que c'est vraiment cette capacité de se relier qui est en jeu. Et ça n'est pas forcément le cas parce que même si je pense qu'on partage cette orientation, cet horizon,
Sur le terrain, on voit que c'est très difficile. On le voit dans les programmes de recherche, on le voit dans les thèses. Moi, j'ai pas mal de thèses. Et souvent, il faut se discipliner au sens de rester dans sa discipline. Dès qu'on est dans la transdiscipline, ça pose question. C'est-à-dire tous les croisements, les passages de frontières, les passages de métiers sont très difficiles. Et c'est vrai que la fabrique des milieux habités, elle exige ces passages. Et ce n'est pas simplement de l'ingénierie. L'ingénierie, elle est nécessaire. Mais l'art de fabriquer les milieux habités est d'un autre ordre. Et il relève avec l'ineffable, le mystère, parce que c'était aussi un des thèmes, parmi les derniers livres de Morin, la question du mystère. C'était étonnant de voir que lui qui a inventé la méthode, dont tout le monde s'appuie sur la complexité, son système incroyable quand même, eh bien, il revenait sur la question des mystères, à savoir que, de toute façon, c'est pas simplement l'incertitude, c'est le fait qu'on est profondément lancé on est existentiellement dans l'inconnu des choses, dans le mystère des choses. Donc moi, je pense que c'est... Et il faut en garder un petit peu. Et ne pas jeter la raison, quand même. Stéphane, vous avez quelque chose à rajouter ? Ça va être difficile, mais... Ouais, non, mais moi, je partage parfaitement le point de vue au niveau de l'eau, de l'hybridation. Je pense qu'il faut qu'on soit beaucoup plus ambitieux sur le sujet de l'eau maintenant et pour la ville de demain. Et pour moi, l'enjeu maintenant, donc vous avez vu ces ouvrages qui sont des ouvrages techniques qui sont finalement déconnectés aussi du reste du cycle de l'eau. Pouvoir magique, d'ailleurs. Pour moi, l'enjeu, c'est de le reconnecter au vivant. Par là, par exemple, je pense aux arbres qui sont des ouvrages extrêmement complexes, qui sont des ouvrages hydrauliques, donc de mon point de vue de fontainier, qui sont des ouvrages hydrauliques avec une plomberie et un système de pompage qui est extraordinaire et qui est inégalé du point de vue technique. Ce que c'est faire un arbre, je ne sais pas le faire. D'aller chercher de l'eau à 100 mètres de profondeur, de le remonter jusqu'en haut et d'ouvrir ses feuilles pour que ça évapotranspire, c'est extraordinaire. Et tous ces ouvrages hydrauliques, on doit les connecter ensemble. C'est le parti pris de qui veut rafraîchir sa ville. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la salle de qui... Ah voilà. En fait, voilà, il faut regarder ce que fait qui veut rafraîchir sa ville. C'est exactement leur position. Flora, du coup, le mot de la fin ? Peut-être pour réagir à ce que vous disiez sur l'importance de se relier, effectivement, moi, je n'ai pas de leçons à donner, mais peut-être juste dans les retours d'expérience qu'on a eus, je pense que quand on fait le choix du vivant, on ne se trompe jamais. En fait. Et c'est vrai que parfois, on peut se poser plein de questions sur qu'est-ce qu'on va pouvoir pousser dans tel ou tel projet. Mais en tout cas, je trouve qu'en poussant le vivant sous toutes ses formes, finalement, on est sûr de ne pas se tromper. Et là, j'ai derrière moi un projet, justement, une réalisation de l'atelier Thierry Roche, qui a été livré... conçu il y a longtemps déjà. Ouais, qui a été livré en 2018. Et justement, nous, le retour d'expérience qu'on a eu, c'est que pendant le confinement, les gens ont plutôt bien vécu, en tout cas relativement aux autres, relativement bien vécu le confinement, parce qu'ils avaient ces espaces paysagers, ces espaces partagés, des espaces partagés en toiture, voilà, différents endroits où ils pouvaient aussi se rencontrer. Et donc du coup, ça pour nous, on ne peut pas décréter une bonne entente entre voisins. En tout cas, on peut travailler ces espaces de manière à favoriser ces micro-sociabilités, ces occasions en tout cas de lien social. Et tout ça, je pense que c'est aussi grâce au vivant, parce que c'est ça qui va faire l'attractivité de ces espaces communs. Oui, parce que les milieux habitables sont des milieux soutenants, en fait. Et ce qui nous soutient, c'est le vivant, en fait. C'est parce que tout ce qui est là, c'est parce que la chaîne du vivant a créé les conditions de notre existence. Donc c'est vraiment... je trouve que dans ce que vous avez souligné, c'est voir à quel point de redonner de la place au vivant dans les milieux urbains, et pas simplement le minéral, c'est redonner sa place à l'eau vitale, c'est quand même redonner, se remettre avec tout ce qui nous soutient les uns les autres, les unes et les autres. Et je pense que cette notion de se soutenir, des espaces soutenants, moi j'y crois beaucoup et je crois qu'ils seront toujours vivants. Bien, on va ouvrir. On a 5-6 minutes pour prendre une ou deux questions. Est-ce qu'il y en a dans la salle ? Je vous donne le micro. Merci. J'avais vu...
priorité dans l'organisation. Je vous rendrai le micro. Merci pour toutes ces évocations, mais quand même, est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'il manque quelque chose dans la volonté d'une ville qui relie? On n'a pas parlé des conditions économiques, on n'a pas parlé des conditions sociales. Il y a, vous savez bien, dans les grandes villes et dans les grandes métropoles, une mosaïque de populations qui n'ont pas du tout les mêmes priorités. Et dans la métropole, on doit être à 15% de gens qui disent ne pas manger 3 repas par jour. Donc, il faut qu'on prenne en compte, quand on parle de la ville, toute la ville et toutes ses composantes. Et je pense que ça, c'est quelque chose de difficile. Autrement, on risque de faire une ville pour ceux qui peuvent déjà comprendre tout ce qui est dit là, faire un travail sur soi, de transition sur soi-même pour aller de l'avant et imaginer d'autres futurs. Mais il y a une partie de la population dont les priorités sont déjà je ne veux pas dire de survivre, il ne faut pas exagérer, mais quand même de vivre mieux au quotidien, pas du tout encore dans cet espace. Ils n'en sont pas là. Donc, tous nos projets, toute cette volonté d'une ville vivante, c'est que le vivant, il a besoin de ses forces et de ses faiblesses. Donc comment, on a parlé des vulnérabilités ce matin, mais on en a parlé pour dire qu'on avait conscience qu'elles existent, mais il y a des vulnérabilités qu'il faut véritablement qu'on prenne en compte. Et ça, c'est une question qui me taraude depuis longtemps. Vous savez, aujourd'hui, je termine avec cette donnée. On a parlé de la santé, mais entre le premier décile de revenus les plus élevés en France et le décile le plus bas des plus bas revenus, il y a 13 ans d'écart d'espérance de vie. Donc, n'oublions pas que ces inégalités qui sont extrêmement puissantes génèrent aussi forcément dans notre manière de vivre la ville. Les écarts existent dans le rural, dans les campagnes, mais sont plutôt moins marqués, même s'il existe aussi de la pauvreté, mais elle est moins perceptible. La ville et la grande métropole, c'est cette confrontation, cette cohabitation permanente entre des populations différentes. Merci. Je pense que c'est aussi une des forces du vivant, c'est-à-dire que quand on travaille le rafraîchissement par le vivant, plutôt que de se dire on va mettre de la clim partout, on est dans cette approche-là où finalement le vivant bénéficie à tous. Et on sait en plus que le vivant il a un impact énorme sur la santé. Moi, j'avais échangé avec Gilles Galopin qui nous disait qu'il faut que les enfants de moins de 6 ans, à un moment, mangent de la terre. C'est ça qui va créer un microbiote résistant et faire qu'ils seront en bonne santé. C'est aussi un déterminant de santé. Et donc, je pense que le vivant, il a aussi ce pouvoir-là. On connaît ses impacts favorables sur la santé physique, la santé mentale, sur le rafraîchissement. Et donc, finalement, en pensant des espaces publics, mais aussi des espaces privés en ville, qui participent à rafraîchir, qui participent au bien-être de tous les usagers. Je pense que dans nos métiers, en tout cas, qui s'adressent spécifiquement à la conception des lieux de vie, on va dans cette direction. Alors après, évidemment, ça ne résout pas tout, mais en tout cas, je trouve que le choix du vivant, c'est le choix le plus universel qu'on puisse faire quand on travaille l'espace urbain. Est-ce qu'il y a une autre question ? Vous avez proposé une thématique complète pour les prochaines assises, là, Georges. C'est un sujet qu'on ne peut pas aborder de manière assez simple. Mais est-ce qu'il y a une autre question sur le fond ? Merci, Olivier Razemont. En fait, je suis un peu surpris parce qu'on parle de vivant, c'est très bien, mais Cormeilles en Parisis, franchement. Il y avait une carrière, ok. Elle aurait pu être transformée en forêt, transformée en espace naturel. On fait une gated community au bord de la Seine. Sérieusement. Enfin, je suis désolé, mais ça me semble totalement hors sol, en fait. Désolé.
Oui, alors c'est pas une gated community, hein, c'est complètement un quartier qui est ouvert. Bien sûr, oui, c'est ouvert. Il y a des commerces, des espaces publics. D'ailleurs, le quartier va être inauguré cet été ou à la rentrée. Donc on n'est pas du tout sur une logique fermée. Après, la ville a décidé de faire muter cet espace-là. Cette friche industrielle. Donc, est-ce que par rapport à une friche industrielle, on apporte quand même du mieux vivre pour les usagers, un rapport au fleuve qui est différent? Moi, je pense que oui. Après, est-ce qu'on est plus favorable aux vivants avec ce quartier-là qu'avec un parc? La réponse est non. Je ne peux pas soutenir le contraire. Mais il y a aussi des besoins de logement dans cette ville. Donc voilà, c'est cette notion d'équilibre qu'il faut travailler, pousser. Évidemment, si on pouvait tout végétaliser, ce serait l'idéal pour le vivant. Néanmoins, là, le choix qui a été fait par la ville sur ce site-là, qui, je le rappelle, était une ancienne emprise industrielle, une ancienne cimenterie hyper polluée, qui a entraîné du coup aussi des frais de dépollution qu'il fallait financer. Et bah, du coup, ça a été ce choix-là. Et je pense qu'entre un avant et un après, finalement, le coefficient de biotope par surface, il est positif aujourd'hui VS avant. Le rapport au fleuve des habitants, il est plus positif aujourd'hui VS avant. Après, encore une fois, un parc aurait été encore plus favorable aux vivants. Je veux bien dire quelque chose aussi par rapport à... Je pense que c'est vrai que c'est un grand défi de la ville pour tous, puisqu'on sait que nous sommes dans des villes très inégalitaires et on voit très bien que les inégalités progressent. Donc là, c'est une certitude. Par contre, il est sûr que le fait de rajouter des espaces qui vont être de jardins de proximité ou bien rajouter des parcs qui vont permettre à ceux qui sont mal logés, en fait, de pouvoir bénéficier de fontaines, pour avoir d'eau, etc., c'est quelque chose d'absolument précieux. C'est ce qui avait disparu aussi. Et je pense que c'est très intéressant de voir que quand on pense finalement les milieux dans leur dynamique finalement trans-échelle, on voit à quel point la nouvelle ville, elle se fait à l'échelle des proximités. Et donc, il y aura bien sûr des batailles à mener pour que les espaces ne soient pas fermés, que ce ne soient pas des gated communities, parce que, évidemment, ce n'est pas le but. Mais par contre, on voit à quel point le fleuve, c'est un fil, ce que vous disiez tout à l'heure, ça aurait pu être un fil bleu, parce qu'évidemment, on sait à quel point c'est un fil qui relie réellement les habitants d'un endroit, quel que soit le fleuve. Mais par contre, on voit se développer les parcs, et on sait que, par exemple, quand il y a eu la Covid, ceux qui, finalement, arrivaient à être dans de meilleures conditions, surtout quand ils étaient mal logés, c'est parce qu'ils avaient la possibilité d'avoir des espaces communs, publics, ouverts. Et je pense que la question de reparler des interdépendances du vivant, de reparler de cette matière vivante comme réouvrant de nouveaux usages, à mon avis, c'est clé. En tout cas, c'est tout à fait l'esprit de ce qu'on a voulu développer là. Il y a un nouveau catalogue d'Europon qui vient de sortir, il s'appelle Ressourcer. Et en fait, c'est qui est mis en évidence avec ça s'adresse à des paysagistes ou architectes de moins de 40 ans. Et en fait, on voit que s'occuper de rapports à la nature vivante, c'est repenser des usages. Mais avec cette idée, comment est-ce qu'on peut repartager des usages? Donc je pense qu'il y a quand même cette idée, effectivement, de relier les échelles et relier à toutes les échelles. Et c'est vrai qu'il y a une nouveauté autour des proximités et aussi des grandes traversées que sont les parcs, et qui bénéficieront à ceux qui n'ont pas de résidence secondaire, qui n'ont pas forcément des moyens de partir, etc., etc. On va être obligé de conclure ici. Un grand merci à vous trois. Merci beaucoup, Laurent. C'était très, très intéressant. Merci.